Trump, lui, à l'échéance des midterms, et il aimerait bien, pour les midterms, avoir à son actif d'avoir réglé le conflit en Ukraine. Donc on le sent impatient, on le sent inquiet là-dessus, parce qu'il sait qu'à domicile, on l'attend au tournant. S'il ne résout pas rapidement cette crise, il aura consacré trop de temps, et on va lui reprocher finalement ce que lui-même reprochait à Joe Biden. Bonjour Régis. Bonjour Aïcha. Régis, comment s'est passé votre live hier soir ? Ah bah écoutez, moi j'étais ravi de la qualité des questions, l'échange. Franchement, un exercice à renouveler, je pense qu'on va le refaire plein de fois. Moi je kiffe, comme disent les jeunes, ce type d'exercice, j'aime beaucoup. Et voilà, c'est les avantages que nous offrent les nouvelles technologies, d'être plus proche de ceux qui nous regardent, de vous qui nous regardez. Donc, et d'ailleurs, vous pouvez retrouver, je signale encore, le live d'hier, les 2 heures, si vous avez envie de revenir dessus. C'était quand même un très très bon moment. En tout cas, moi, j'ai extrêmement apprécié ce moment et la qualité aussi de la médiation que vous avez fait, Aïcha. Arrêtez, Régis. En tout cas, moi, je salue la qualité et le niveau intellectuel de nos abonnés. Ouais, les questions étaient extrêmement pertinentes. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, chers abonnés. Ouais. Merci. Régis, retour sur l'actualité et Donald Trump aux États-Unis, qui est extrêmement actif sur la scène internationale, on le sait, pâtit de sondages pour les midterms qui ne lui sont pas favorables. Oui, alors ce qui est très intéressant, c'est qu'hier, il s'est livré à un exercice trumpien tout craché, en fait. On l'attendait. Il avait annoncé qu'il prendrait la parole dans le Diplomatic Room de la Maison-Blanche, un endroit un peu solennel où il reçoit d'habitude les invités. Il y a le portrait de George Washington. Un lieu que vous connaissez très bien. Oui, c'est dans ce lieu que j'avais interviewé en 2004 George Bush. Voilà, donc ça me rappelle plein de souvenirs et je connais très bien derrière d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle la China Room, non pas la pièce chinoise, mais la pièce de la porcelaine, puisqu'en anglais, China veut dire porcelaine, se dit China. Chaque président a sa porcelaine. Et donc, derrière, juste derrière cette pièce, on vous fait attendre dans cette pièce, et ensuite vous allez interviewer le président, comme ça m'est arrivé une fois. Et Donald Trump, je ne l'ai pas encore interviewé, mais donc hier il était là. Le décor était intéressant parce que, période de Noël oblige, il y avait des morceaux de sapin, des décorations partout, etc. Toute la Maison-Blanche a été extrêmement, extrêmement décorée cette année, encore une fois, avec le sapin traditionnel, etc. etc. Et donc Trump s'est livré à cette forme d'exercice qu'il adore, c'est-à-dire d'autosatisfaction sur son bilan. Mais, et là vous avez assisté sur le bon point en particulier, il demande aux gens leur indulgence quelque part, même s'il ne le dit pas expressément. Chez lui, c'est oui, on m'accuse, mais regardez d'où je viens. Et regardez d'où je viens, donc on tape sur le prédécesseur, en l'occurrence Joe Biden, coupable d'absolument tous les maux, qu'on retrouve régulièrement dans les discours de Trump. C'est très intéressant. Là, par exemple, quand il s'adresse régulièrement aux Américains ou même à des invités sur la question de la guerre en Ukraine, il n'est pas rare qu'il sorte cette phrase « Si j'avais été au pouvoir à la place de Biden, cette guerre n'aurait jamais eu lieu ». Par exemple, c'est un classique. Donc hier, ça n'a pas loupé. Ensuite, tous les maux de la société, des crimes violents, trafic de drogue, aux droits des transgenres, en passant par le bilan économique, etc. Tout ça, c'était de la faute de Biden. Trump promettant que très bientôt, les prix allaient baisser, puisqu'on est quand même dans une période inflationniste assez importante, qu'il avait pris les mesures et que l'Amérique connaîtrait un boom économique comme jamais l'histoire du monde n'en a connu. Donc voilà, on connaît l'emphase de Donald Trump. Mais on sentait quand même que cette question des sondages le travaillait, parce que l'exercice d'auto-justification était très important, était long.
dans tous les domaines de l'économie, et on a bien compris que le problème auquel il était confronté actuellement, c'est bien l'économie. Il peut peut-être se targuer d'avoir arrêté 8 ou 9 guerres à l'international, d'être le grand faiseur de paix dans le monde, celui qui distribue les bons points, celui qui est finalement le leader le plus incroyable de la planète, mais ça n'empêche que l'Américain moyen, lui, il le place à 33% au niveau de la satisfaction de son bilan économique. C'est assez peu, d'autant que l'économie, c'est ce qu'il a porté au pouvoir. C'est plutôt son fort à Donald Trump. Donc là, 33%, ça veut dire que beaucoup d'Américains sont inquiets, qu'il y a en effet des tendances inflationnistes, que le ménage moyen américain a des inquiétudes sur l'avenir et ne voit pas justement ce fameux boom économique que Trump espère, à travers sa politique tarifaire entre autres, créer dans le pays et qu'il annonce, mais qui tarde à venir. Ces sondages ne lui sont donc pas favorables, notamment parce qu'il y a une échéance, les mi-termes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont que les mi-termes et quelles conséquences pourraient avoir ces mi-termes et ces élections sur Donald Trump? Aux États-Unis, les mandats durent 4 ans. Les mid-terms, c'est un mandat au bout de 2 ans. En fait, ce qu'on dit souvent, comme ce sont des sondages traditionnellement qui ne sont pas favorables aux locataires de la Maison-Blanche, on dit qu'après, il devient un lame duck, c'est-à-dire quelqu'un qui... un président, mais sans pouvoir, en fait, parce que il est arrivé fréquemment, pas toujours, hein, mais que les élections de midterm, qui renouvellent une partie de la Chambre et du Sénat, provoquent un changement de majorité. En l'occurrence, le risque pour Donald Trump, c'est plutôt au niveau de la Chambre. Donc, il pourrait se retrouver sans majorité, donc avec beaucoup plus de difficultés pour passer ses lois, alors que les 2 premières années, un président en général est très boulimique dans ces 2 premières années sur ses projets, parce qu'il sait, il connaît le risque des midterms, et Trump a déclaré d'ailleurs au Wall Street Journal qu'il était possible que les républicains perdent ces élections, donc il en est parfaitement conscient, et il prend un peu le taureau par les cornes comme il fait d'habitude, c'est-à-dire quand il est acculé, quand il est cerné de difficultés, il pousse les choses, il va à fond en espérant redresser la situation. Il a encore le temps de le faire, tout n'est pas entièrement perdu, et il a un avantage, je trouve, ce Donald Trump, c'est que les démocrates face à lui font quand même pâle figure, avec très peu de personnalité et surtout un rassemblement difficile à faire de ses adversaires. D'ailleurs, Régis, qui sont ses opposants politiques aujourd'hui? Alors, il y en a plusieurs, hein. Il y a des opposants traditionnels, Alexandra Ocasio-Cortez, des gens plutôt à l'extrême gauche, Bernie Sanders, les Clinton sont hors jeu, même s'ils restent présents sur le Parti démocrate. Les Obama également, on ne les voit pas très fréquemment s'exprimer. C'est d'ailleurs un avantage de Trump, c'est que dans la perspective de l'élection de son successeur, qui sera peut-être J.D. Vance, les démocrates pêchent par défaut d'avoir trouvé un candidat. Alors, les candidats ou les personnalités qui ont émergé, il y en a un qui est intéressant dans le camp démocrate, qui est un personnage, un élu de Virginie qui s'appelle Mark Kelly, un ancien pilote de chasse, également ancien astronaute, donc quelqu'un qui a un pédigré américain impeccable, militaire, et qui, on va dire, suit la trajectoire du rêve américain jusque dans l'espace. Ça, c'est sûr que ça peut être un adversaire s'il ne tombe pas dans des pièges ou s'il ne se fait pas écarter, qui peut être intéressant pour combattre Donald Trump. Enfin, en tout cas, J.D. Vance la prochaine fois. Vous avez Gavin Newsom aussi, mais lui, il est très marqué à l'extrême gauche. C'est le gouverneur de Californie. On sait que sa gestion des feux de Californie avait été assez pitoyable et avait donné lieu à des passes d'armes avec Donald Trump qui l'avait menacé. Aujourd'hui, Newsom fait l'inverse, c'est-à-dire il utilise des techniques trumpiennes on va dire, de propos outrageux, de propos très incisifs pour justement contrebalancer ces accusations disons qu'il a émergé et potentiellement c'est un candidat. Ensuite, vous avez Marjorie Taylor Greene, qui elle, pour le coup, élue de Géorgie, a été une des plus fidèles des Trumpiens. Elle incarne la base MAGA
Et à cause en raison de l'affaire Epstein et du refus de Donald Trump de rendre publiques les archives, elle a considéré que Donald Trump se fichait des victimes d'Epstein et elle est partie en croisade contre lui. Lui, il la traite de traîtresse. Et bref, c'est la guerre au sein des MAGA. Pas complètement, parce que Marjorie Taylor Greene reste quand même isolée. Les autres figures, les Carson, même Steve Bannon, qui s'est pourtant écarté de Trump, ne sont pas rentrés dans une guerre contre lui. Il n'y a que Marjorie Taylor Greene qui l'a fait, et ça en fait, dans le camp, on va dire, MAGA et dans le camp républicain, quelqu'un de redoutable contre Donald Trump. Maintenant, est-ce qu'elle a des ambitions ? C'est pas sûr. Se réconcilieront-ils ? C'est possible aussi. Vous savez, on aime bien le drama aux États-Unis et je vois bien dans quelques mois tomber les bras l'un dans l'autre. C'est tout à fait possible et ça, c'est ce genre de séquence que les Américains adorent. Régis, vous parliez de son électorat MAGA. Cet électorat est-il toujours présent pour Donald Trump ? Ah, tout à fait. C'est un électorat d'ailleurs qui l'attend en tournant sur l'économie d'abord, mais même sur l'international. On le sait que Donald Trump est toujours tenté d'intervenir plus qu'il ne devrait le faire, et plus qu'il n'a promis à ses électeurs de le faire. On l'a vu avec la guerre des 12 jours en juin dernier entre Israël et l'Iran, où Donald Trump est intervenu pour frapper des sites nucléaires iraniens, mais a arrêté la guerre le lendemain. Mais il est quand même intervenu. À l'époque, c'était très intéressant de constater que de Steve Bannon à Carson, en passant par Joe Rogan, les principales têtes d'affiche des MAGA, lui avaient dit « Attention, tu trahis ta base. Ta base s'écarte de toi. » Et encore aujourd'hui, il y en a qui lui rappellent toujours cette petite musique. Charlie Kirk, celui qui a été assassiné, on va dire responsable des jeunes du MAGA, avait été voir Trump à la Maison-Blanche pour lui dire « Non, n'entre pas en guerre contre l'Iran. C'est contre ce que tu professes. » Et on voit bien aujourd'hui que, également, la perspective d'un conflit avec le Venezuela qui est brûlante est chaque fois retardée pour essayer de trouver des solutions intermédiaires qui feraient partir Maduro sans avoir à intervenir militairement. On sent bien que là, Donald Trump est sur une corde sensible. Il y a la tentation qu'en étant président des États-Unis, chef des armées, on décide d'entrer en guerre. Ça, c'est ce qu'ont fait beaucoup de ses prédécesseurs, en particulier George Bush. Donc cette tentation-là existe. Simplement, la base est là et elle le tient en respect et elle l'a à l'œil. Et au niveau économique, évidemment, puisque cette base, elle s'est construite sur, on va dire, les laissés pour compte de la mondialisation. C'est là-dessus que Trump a fait son électorat, a construit sa base de gens qui ont envie qu'on s'occupe d'eux. Le slogan avant « Make America Great Again », c'était « America First ». On est toujours sur ces principes. Et la base de Trump, en tant que Trump, applique ce qu'il a dit et ne s'aventure pas dans trop d'international aussi. Parce que la tentation aujourd'hui, elle est très classique chez un président, c'est quand il connaît des difficultés chez lui, nous on en sait quelque chose en France en ce moment, on a des présidents boulimiques sur des dossiers internationaux qui sont souvent assez éloignés des préoccupations de leurs électeurs. Chers amis d'Omerta, avant de poursuivre cette vidéo, je souhaitais vous partager la situation dans laquelle se trouve notre équipe. En effet, nous faisons l'objet d'attaques et de harcèlement depuis plusieurs mois et tout ça s'intensifie depuis quelques semaines. L'objet de ces attaques, c'est tout simplement le travail qu'Omerta produit depuis 3 ans sur un certain nombre de sujets en se rendant sur le terrain où les médias mainstream ou les médias internet ne souhaitent ou ne peuvent se rendre. Ukraine, immigration, mais aussi wokisme, transsexualité, pédocriminalité et bien d'autres sujets. Tout ce que nous avons traité depuis 3 ans chez Omerta, que ce soit dans notre magazine ou sur notre application mobile, dérange le système et ce système a aujourd'hui décidé d'intensifier la pression sur notre société. Pour soutenir notre travail, pour soutenir la liberté d'expression, alors soutenez dès maintenant Omerta en effectuant un don défiscalisé à hauteur de 66%. Pour un don de 100 € versé à Omerta, vous ne payez en réalité que 34 €. Ces dons, ils sont indispensables en cette fin d'année pour garantir la qualité et la quantité de notre travail. Vous le savez, Omerta ne bénéficie d'aucune subvention publique et nous avons besoin de vous maintenant plus que jamais. Un grand merci et bon visionnage.
D'ailleurs, Régis, vous parliez d'international, Donald Trump reste partie prenante sur le conflit russo-ukrainien. Oui, même s'il donne l'impression que les Américains ont pris le siège arrière où se sont mis en retrait, il suit toujours évidemment ce dossier comme le lait sur le feu. Il est toujours très impliqué à travers ses émissaires, mais enfin qui rapportent directement à lui. C'est aussi un des paradoxes de Donald Trump, c'est qu'il a mis en place cette diplomatie familiale avec Jared Kushner, avec Steve Witkoff, qui fait pas partie de sa propre famille, mais bon, c'est son partenaire de golf. Enfin, tout ça est extrêmement personnel, court-circuitant tout l'appareil diplomatique américain, laissant sur la touche un nombre de diplomates absolument conséquent aujourd'hui, en favorisant des gens proches de lui qui lui rapportent directement. Donc en fait, sur toutes ces avancées et sur toutes les pourparlers de plans de paix qui ont eu lieu à Berlin, toutes les évolutions du conflit en Ukraine, c'est Trump est absolument présent là-dessus. Chaque jour, il interagit, il agit, il prend des coups de fil. Il a appelé Poutine la semaine dernière. Donc là aussi, par rapport à la base MAGA dont je parlais, il y a une surcharge de travail sur l'international et sur l'Ukraine qui est visible. C'est pour ça aussi, je pense que Donald Trump, sur ce conflit, aimerait une solution rapide. Malheureusement, aucun des deux protagonistes, que ce soit les Ukrainiens ou les Russes, ne sont visiblement intéressés à aller trop vite dans la négociation et obtenir trop vite un plan de paix. On n'est pas sur la même temporalité. Trump, lui, a l'échéance des midterms, et il aimerait bien, pour les midterms, avoir à son actif d'avoir réglé le conflit en Ukraine. Donc on le sent impatient, on le sent inquiet là-dessus, parce qu'il sait qu'à domicile, on l'attend au tournant. S'il ne résout pas rapidement cette crise, il aura consacré trop de temps et on va lui reprocher finalement ce que lui-même reprochait à Joe Biden, de s'aventurer dans on va dire, des guerres, d'avoir déclenché la guerre en Ukraine. Souvent, Donald Trump le répète, même si c'est quand même un peu plus complexe que ça. Il y a aussi une chose qui est intéressante avec Donald Trump, c'est la prise de parole régulière, quasiment quotidienne, devant des journalistes. J'ai noté que Vladimir Poutine commençait à s'y mettre également. Hier, il a eu des propos très durs vis-à-vis des Européens, les traitant de jeunes porcs, en disant que jeunes porcs qui ne cherchaient qu'à se venger de la Russie. Propos extrêmement durs, et on note chez Poutine une disposition de plus en plus importante, quasi quotidienne, à parler devant des journalistes comme Trump le fait. Il y a un peu une sorte d'écho. Les deux hommes se respectent, les deux hommes veulent avancer ensemble. On sent bien que les flèches sont tirées plus d'un côté comme de l'autre contre les Européens. Que ce soit Poutine, donc avec ses propos d'hier, que ce soit Trump régulièrement qui en met une cartouche contre les leaders européens pour lesquels il n'a absolument aucune considération. C'est un fait que le changement est radical dans les alliances entre Américains et Européens. L'autre jour, j'en parlais avec Alain Juillet, l'ancien patron de la DGSE, qui me disait « les États-Unis, c'est le grand frère ». Le grand frère qui vient, quand il faut, donner des tapes aux petits frères. Et au bout d'un moment, je lui ai dit « mais Alain, vous êtes sûr que c'est le grand frère ? Vous êtes sûr qu'on est encore dans cette perspective ? Parce que moi, j'ai pas du tout l'impression que ce soit encore le grand frère. Hein. C'est pas un ennemi, mais on est on est avec quelqu'un, on a avec un pays qui nous dit débrouillez-vous vous-même, augmentez votre budget militaire. Soignez vos problèmes de société parce que vous n'êtes même pas capable de le faire. Moi, je m'y colle chez moi, donc vous faites la même chose chez vous. Et dans ce cas-là, on pourra s'entendre. Pour le moment, on n'y est pas. Et le problème que rencontre Trump, c'est que philosophiquement, quelque part, il est plus proche de Poutine que des leaders européens.
au niveau de sa conception de la famille, de sa conception de la tradition, de sa conception, on va dire, du monde dans lequel qui l'entoure. Et là, ça pose aussi fondamentalement un problème, c'est-à-dire que les États-Unis aujourd'hui ne sont plus du tout sur une ligne du monde occidental. Même l'OTAN l'intéresse moins. Il est d'ailleurs très content au passage que les Allemands reprennent du poil de la bête et semblent désignés comme, on va dire, la puissance qui pourrait prendre la place des États-Unis si ceux-ci étaient amenés à quitter l'OTAN, ce qui est une possibilité. Trump l'avait déjà évoqué lors de son premier mandat. Donc c'est intéressant qu'on ait, on est quand même dans une passe critique. Alors, critique sur la guerre en Ukraine, certes, mais critique aussi vis-à-vis de Trump. 11 mois au pouvoir, discours de fin d'année, discours d'autosatisfaction, mais inquiétude manifeste chez Trump par rapport à ses succès et à ce que lui réserve 2026. Merci Régis. Merci Aïcha.